Bienvenue sur le podcast de Réflexe Patrimoine. Je suis Kevin Branget, ancien banquier et fondateur de mon propre cabinet en gestion de patrimoine. Au travers de ce podcast, je souhaite partager avec vous les bons réflexes à adopter pour construire ou gérer votre patrimoine immobilier, financier, pour maîtriser votre fiscalité ou encore anticiper votre retraite et votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce podcast. Aujourd'hui, on va traiter d'une question qui revient souvent, en tout cas moi dans mon métier de conseiller en gestion de patrimoine. C'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que vraiment 2023 c'est vraiment le bon moment pour acheter un bien immobilier ? Alors c'est vrai qu'on est un petit peu dans une période charnière pour l'immobilier, on constate une hausse des taux qui est quand même plutôt rapide et assez conséquente depuis le début de l'année, et puis la théorie économique de base veut que lorsque le coût du crédit, donc quand on constate une hausse de taux comme ça rapide, que le marché de l'immobilier s'ajuste à terme. Quand les taux montent, l'immobilier descend. C'est ce qu'on dit vulgairement. Et pourtant, depuis le début de l'année, on constate que l'immobilier, les taux augmentent, ça pas de souci. Par contre, l'immobilier, lui, à défaut d'augmenter, stagne. Et c'est vrai qu'il ne diminue pas vraiment. Et donc aujourd'hui, on peut se poser légitimement la question de se dire, est-ce que c'est vraiment le bon contexte pour acheter un bien immobilier, tout simplement. Donc, moi, je vais vraiment distinguer ici ce qui est résidence principale d'achat locatif. Voilà. La résidence principale, alors ça c'est très franco-français, d'avoir un toit au-dessus de la tête. Dans d'autres pays européens, c'est vrai qu'on a peut-être moins cette notion d'être propriétaire de sa résidence principale, on est peut-être plus locataire. Et en France, l'adage, le premier investissement qu'on doit réaliser, c'est de s'acheter une maison, un appartement pour s'assurer un toit au-dessus de la tête. C'est fortement ancré. Donc voilà. Mais effectivement, la résidence principale, pour moi, n'est pas forcément une obligation, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une résidence principale avant d'acheter un bien locatif, même si certains banquiers sont un petit peu de mal avec ça. Non, aujourd'hui, moi je trouve que la résidence principale, c'est quand même une épargne forcée pour certains, et c'est une création de valeur, c'est un bon moyen de mettre un pied dans l'immobilier. Et puis ça évite, si vous voulez, quitte à avoir une dépense, parce que de toute manière vous aurez une dépense de logement, si vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes mécaniquement locataire ou hébergé à titre gratuit, ça c'est autre chose. Mais si vous êtes locataire, effectivement, là vous allez payer un loyer qui n'a aucune création, c'est à fond perdu, hein, parce qu'au final vous allez enrichir un propriétaire bailleur, et puis voilà. Alors que lorsque vous êtes propriétaire, là vous avez véritablement, vous remboursez une mensualité qui elle-même rembourse l'emprunt que vous avez fait pour acquérir ce bien immobilier. Donc en fin de compte, vous devenez un peu plus propriétaire chaque jour. Donc voilà, ça peut être intéressant. Les difficultés en 2023 que vous pouvez rencontrer sur votre résidence principale, deux choses, l'endettement. L'endettement aujourd'hui, avec les recommandations du HCSF, Haut Conseil de stabilité financière, donc des recommandations qui sont en réalité des obligations, hein, aujourd'hui vous ne pouvez pas dépasser 35% d'endettement. Voilà, 33% si on ne considère pas l'assurance emprunteur, 35% si on inclut l'assurance emprunteur. Donc si quand vous avez une hausse des taux comme ça, qui est plutôt rapide, mécaniquement parlant, ça va, vu qu'on a un plafond qui est fixe, hein, qui est de 35%, mécaniquement parlant, ça va venir grignoter votre capacité d'emprunt, et donc votre budget, pour acquérir votre maison, votre appartement, peu importe. Donc ça, c'est la première limite. Deuxième limite que je constate, c'est l'apport. Aujourd'hui, les banques sont de plus en plus frileuses, hein, à juste titre, et ça je vous en parlerai, mais elles sont un petit peu frileuses, tout du moins assez exigeantes sur les dossiers, nous on le constate au niveau du cabinet. Donc aujourd'hui, l'apport, c'est véritablement, j'ai envie de dire, moi je dis souvent à mes clients, pas d'apport, pas de crédit, encore une fois, tout dépend, le dossier, la situation, votre situation, etc. La norme, en général, aujourd'hui, c'est quand même plutôt une norme, pas d'apport, pas d'emprunt. Voilà. Et c'est problématique. Alors on est sur des niveaux d'apport records, hein, vraiment historiques. Je crois on est sur des apports assez records. J'avais vu une stat, on était à peu près à 89 400 € en moyenne en juin 2023. Donc ça veut dire qu'en gros, pour emprunter, il faut mettre en moyenne 90 000 € sur la table. Donc, ce qui peut être assez problématique, notamment moi je pense aux primo-accédants, qui sont souvent des jeunes, hein, qui débutent dans la vie active et qui n'ont pas forcément eu le temps de se constituer une épargne suffisante
pour avoir un apport suffisant pour acheter un bien. Voilà. Donc là-dessus, en voulant protéger, parce que cette norme-là des 35%, encore une fois, d'endettement, elle est là pour protéger les gens. Donc bon, alors moi j'ai un petit peu de mal avec ça, l'État paternaliste, vous savez pas ce qui est bon pour vous, nous on le sait, et puis on va mettre des normes en place pour driver tout ça. Les 35% d'endettement, finalement, ça va cantonner certains, condamner, mais j'ai même envie de dire certains, à être locataires. Parce qu'ils ne peuvent pas emprunter. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est mon avis. Vous l'avez. Et puis, les niveaux d'apport, aujourd'hui, effectivement, sont déjà souvent pour cantonner l'endettement. Parce que moins on emprunte mécaniquement en parlant, moins le taux, la mensualité va peser sur nos revenus, et donc le taux d'endettement sera cantonné par lui-même. Et surtout, le niveau d'apport aujourd'hui, en moyenne, la cote mal taillée, mais qui vraiment n'est pas loin de la réalité, on dit généralement il faut 10% d'apport. Voilà, 10% d'apport. Vous empruntez, vous trouvez un bien à 100 000 €, il faut au minimum 10 000 € d'apport pour acquérir ce bien. Alors pourquoi 10%, pardon ça correspond un peu aux frais annexes. Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous avez des frais annexes. Les frais de notaire sont les plus connus. Dans l'ancien, à peu près 8,5%, dans le neuf, c'est des taux réduits à 4%. Donc ces frais de notaire, il faut les autofinancer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les banques anticipe quelque part, alors pas forcément un retournement du marché immobilier, encore que après je suis pas dans les couloirs de certains établissements financiers, mais à défaut d'un retournement de marché, d'une stagnation en tout cas, et c'est ce qu'on constate un petit peu, tout dépend des territoires encore une fois, mais le marché immobilier tend un petit peu à stagner aujourd'hui. Donc en gros le raisonnement il est le suivant. Demain, aujourd'hui, si vous achetez un bien, demain, vous ne pourrez pas forcément le vendre plus cher que ce que vous l'avez acheté, tout du moins dans le contexte dans lequel on se trouve. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre bien, si on intègre les frais, en réalité, dans mon exemple de tout à l'heure, le bien immobilier, vous ne l'avez pas acheté 100 000 €, vous l'avez acheté 110 000 €. Ben oui, parce qu'il faut rajouter les frais de notaire. Les frais de notaire, les frais annexes, etc., que je ne vais pas développer ici, parce que c'est pas le but, mais voilà, donc en gros, vous avez acheté un bien 110 000 €. Donc si vous n'avez pas mis d'apport, ça veut dire que vous avez emprunté ces 110 000 €. Si demain, d'aventure, vous voulez acheter autre chose, une nouvelle résidence principale, ça veut dire que vous avez de fortes chances de vendre votre bien. Et quid de la vente, quoi. Si vous le vendez 100 000 €, si tant est que vous le vendiez 100 000 €, donc c'est-à-dire le prix où vous l'avez acheté, il reste quand même, vous avez 10 000 € qui potentiellement ne sont pas couverts par le bien immobilier. Voilà. Donc ça, notamment, ça peut être un point d'attention des banques dans le cadre d'une hypothèque. C'est-à-dire que le bien vient en garantie du crédit. Voilà. Je passe rapidement à l'achat locatif. Donc la résidence principale, je vais simplement conclure là-dessus avant de passer à l'achat locatif. La résidence principale, en gros, il faut être vigilant. Pour moi, est-ce que 2023 c'est un bon moment pour acheter sa résidence principale ? Force est de constater que oui. Oui, pourquoi ? Parce que ça reste une épargne forcée, une création de patrimoine par ailleurs. Peut-être faire comme moi je conseille à certains de mes clients qui veulent acheter un premier logement et qui savent pertinemment qu'ils vont en changer par la suite. Réfléchir pour soi, ça c'est important, mais aussi au potentiel locatif peut-être de son bien par rapport et à la valorisation de son bien à l'avenir. Et c'est peut-être en ça que 2023 se différencie des autres années par rapport à la résidence principale. Il faut réfléchir pour soi, mais pas seulement. Il faut penser à la localisation de son bien, l'évolution du quartier, le potentiel locatif, tous ces éléments intrinsèques qui vont faire que votre bien ne va pas perdre de valeur et potentiellement va arriver à une plus-value par la suite. Donc c'est en ça, si vous voulez, que je pense que 2023, où il faut véritablement être vigilant, c'est pas forcément un mauvais moment pour investir, simplement il faut réfléchir un petit peu, dresser une stratégie sur du moyen long terme avec un bien qui a des qualités qui font qu'il risque de s'apprécier dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'achat locatif.
Donc l'achat locatif 2023, pas facile pour les investisseurs. Pas facile mais pas impossible, attention. Parce que je vais sortir de ce pessimisme ambiant qui a tendance à flinguer le moral de tout le monde. L'achat locatif aujourd'hui, je reviens aux critères du Haut Conseil de stabilité financière parce que c'est un des principaux freins qu'on peut avoir, c'est cette fameuse norme de 35% d'endettement qui peuvent bloquer. Parce que si vous avez, déjà vous êtes propriétaire d'un bien locatif ou de votre résidence principale, enfin d'un ou plusieurs biens locatifs, peu importe, ça veut dire que vous êtes déjà endetté. Et en fonction de vos revenus, votre taux d'endettement, il peut déjà être au plafond des 35%. Alors, la norme des 35%, ce qui veut dire, je finis ma phrase, ce qui veut dire que aujourd'hui, vous ne pouvez plus emprunter. Voilà. Alors, j'ai inclus volontairement une petite parenthèse. Ces recommandations-là, il y a quand même une souplesse qui est accordée sur 20% des dossiers. Donc 20% des dossiers, en gros, ont le droit de déroger à cette norme de 35% d'endettement maximum. Force est de constater que dans la réalité, tout ce qui est achat locatif est plutôt mis de côté pour favoriser l'accession à la propriété, résidence principale, primo-accédant, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, les investisseurs sont un petit peu les laissés pour compte de cette norme, de ces critères du Haut Conseil de stabilité financière. Je poursuis ma digression, je vous donne un avis qui est le mien. Pour moi, c'est une connerie. C'est une connerie d'avoir créé des règles pour protéger le consommateur, c'est bien, mais qui ne tient pas compte des investisseurs, c'est une mauvaise chose, puisque aujourd'hui, tout le monde n'a pas la volonté ou la capacité de devenir propriétaire, et on a pénurie de logements en France. Et avoir des propriétaires bailleurs qui sont des investisseurs, qui ont la capacité, l'envie d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location par la suite, les bloquer, ça va bloquer quelque part un petit peu le logement des Français, in fine. Donc là, en gros, on condamne les gens, certains, en gros, je résume, on condamne certains à être locataires, mais en même temps, on réduit l'offre locative parce que les propriétaires bailleurs, on les finance plus. Voilà, la logique de cette norme. Je ferme cette parenthèse, c'était mon petit coup de gueule, et il est placé. Donc du coup, pour de l'achat locatif, en gros, en 2023, cette norme des 35% peut bloquer. Alors, nous, en patrimoine, on a l'habitude d'échafauder des stratégies qui peuvent venir solutionner cette problématique-là. Typiquement, créer une SCI, une société civile immobilière, pour exporter, cantonner, sortir l'endettement du foyer peut être une bonne solution. Donc ça peut être une bonne solution si tant est que l'autofinancement soit respecté. L'autofinancement, c'est quoi ? C'est que votre loyer couvre votre mensualité, pour éviter qu'il y ait un reste à charge, tout simplement. Donc là, ça peut être intéressant. SCI, SARL de famille, c'est des choses qu'on fait en patrimoine. Je ne vais pas expliquer les modalités de chacune, ça ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast par ailleurs, savoir arbitrer entre SCI et SARL de famille. La SARL de famille a franchement des avantages, tout comme la SCI, ça dépend de sa situation. Voilà. Donc en gros, cette norme-là, en 2023, des 35%, peut bloquer effectivement un achat locatif. Mais encore une fois, on peut créer des sociétés et via ces sociétés, investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est une stratégie patrimoniale à mettre en place. L'autofinancement, on l'a dit, en gros, il faut que ce soit, c'est même plus une option en 2023, il faut que ce soit respecté, il faut vraiment intégrer la fiscalité. Fiscalité, pourquoi intégrer la fiscalité dans son étude locative ? Parce que moi j'en vois beaucoup des propriétaires bailleurs qui raisonnent purement et simplement, comme je viens de vous l'énoncer, mon loyer, ma mensualité, boum, ça c'est autofinancé. Oui, alors on ne tient pas compte de la taxe foncière, des charges de copropriété, des éventuelles charges de copropriété, du turnover éventuel, et surtout, de la fiscalité. Et la fiscalité, elle, si vous ne l'anticipez pas, vous allez droit dans le mur. Combien de propriétaires bailleurs j'ai rencontrés qui n'ont pas tenu compte de la fiscalité, qui ont seulement tenu compte des charges de copro, taxes foncières et même la mensualité. Ils ont quand même plutôt bien fait le taf, mais ils n'avaient pas anticipé la fiscalité. Et au final, l'opération qui était
autofinancés sur le papier se retrouvaient déficitaires chaque mois quand on intégrait la fiscalité. Et mes clients ne comprenaient pas, ils me disaient mais purée la vache, j'ai l'impression de toujours payer, de toujours remettre au pot alors que c'est censé être autofinancé. Et lorsqu'on a intégré cette dimension fiscale, ils ont vite compris que le problème venait de là. Donc voilà. Donc l'intégration de la fiscalité dans son calcul, c'est vraiment indispensable en 2023. 2023, donc on l'a vu, il faut bien réfléchir à sa stratégie, pourquoi pas créer une société pour pallier aux éventuels problèmes d'endettement. 2023, moi je trouve que c'est quand même plutôt une belle année, parce que ne serait-ce qu'en termes de législation, il y a une loi, qui est la loi climat et résilience, qui est quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que là en 2023, vous avez, donc la loi climat et résilience, c'est en gros l'interdiction, enfin l'obligation de rénovation des passoires énergétiques avec des échéances qui courent jusqu'à 2034. Voilà. Donc en gros, 2023, pas encore d'interdiction de location. Vous avez simplement un gel des loyers pour tout ce qui est passoire énergétique. Donc les passoires énergétiques, c'est les logements qui sont classés G. Voilà. Par contre, en 2025, interdiction de louer les logements classés G sur le DPE. Et un audit obligatoire pour tout ce qui est vente de logements classés E. Mais ça, on s'en moque. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que gentiment, les passoires énergétiques vont être retirés du marché locatif, si tant est qu'ils ne sont pas rénovés. Et ça, c'est un biais de négociation qui est quand même pas neutre. C'est-à-dire que vous allez voir un propriétaire bailleur actuel qui n'a pas l'envie ou les moyens de faire les travaux, et bien là, vous avez un levier de négociation. Vous pouvez tout à fait acheter le bien, moins cher, et faire les travaux derrière. Ce qui est ce qui est très très malin à plus d'un égard, parce que déjà, vous avez un foncier qui est un prix au mètre carré qui est plus intéressant. Et puis surtout, lorsque vous faites les travaux, vous avez la possibilité de déduire ces travaux des futurs loyers que vous allez encaisser. C'est ce qu'on appelle le déficit foncier. Et ça, je vous parlais de stratégie fiscale plus haut. Quand on intègre ce gain fiscal au travers du déficit foncier, non seulement on a un prix au mètre carré qui est plus intéressant, mais en plus les revenus qu'on peut percevoir sont nets de fiscalité pendant X années en fonction du montant de travaux qu'on peut réaliser. Donc ça, en gros, pour conclure sur l'achat locatif, certes, 2023, c'est peut-être plus difficile, encore que c'est pas plus difficile, c'est plus exigeant. Quand vous voulez investir en immobilier pour faire du locatif, en 2023, ça nécessite de préparer un petit peu plus sa stratégie d'investissement, sa stratégie fiscale, etc. Et encore une fois, c'est en ça que 2023, à mon sens, est peut-être différent des autres années qu'on a pu vivre, où effectivement, on avait pas de l'argent magique, parce que ça renvoie à d'autres notions, mais un coût du crédit qui était hyper intéressant, où on empruntait vraiment à des taux extrêmement bas, et qui fait qu'on était peut-être moins exigeant, enfin que l'exigence était peut-être moins portée sur la stratégie d'investissement, sur la stratégie fiscale qui sous-tendait votre investissement. Voilà. Donc aujourd'hui, pour résumer, que ce soit pour la résidence principale ou l'achat locatif, pour moi 2023 c'est pas du tout une mauvaise année, bien au contraire. C'est toujours le bon moment d'acheter un bien immobilier en réalité, parce que ça reste une valeur refuge, quoi qu'on en dise. Et puis simplement, pour conclure, vous l'aurez compris, 2023 pour moi, c'est plutôt mieux préparer son projet plutôt que de le reporter. Le reporter, c'est le meilleur moyen de ne jamais se lancer. Voilà. N'hésitez pas de façon à vous faire accompagner si toutefois c'est votre premier investissement locatif ou même pour l'achat de résidence principale. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à demander des conseils et puis l'important aujourd'hui c'est vraiment de préparer une stratégie qui est opportune, patrimonialement parlant, plutôt que reporter. Attendre, ça n'a jamais été une stratégie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous retrouve sur plein d'autres sujets par la suite. Et puis je vous souhaite une belle journée. À très vite. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site reflex-patrimoine.fr ou à contacter directement mon cabinet conseil. On se retrouve bientôt pour un autre podcast et d'autres bons réflexes.